Bonjour, bonsoir, tout dépend à laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un format inédit sur la chaîne, en tout cas pas inédit dans le monde, faut pas déconner, on n'est pas des inventaires. Comme vous l'avez vu avec ce superbe jeu de mots dans le titre, nous allons faire une rétrospective de mon année de lecture 2019. J'ai eu cette idée parce que j'avais pas d'idée. Il a fallu que je trouve une idée, donc c'est cette idée qui a popé. Je vais faire un concept où je revenais sur des lectures un peu plus anciennes et j'ai regardé sur Goodreads quand est-ce que j'ai commencé vraiment à faire des Goodreads Challenge et je n'ai rien d'antérieur à 2019, donc je me dis 2019 c'est l'année la plus vieille. C'était cool, c'était une période où je lisais un peu plus parce que j'étais en alternance en librairie, donc il y avait ce côté découverte, etc. Donc si tout se passe bien, vous aurez dans la vidéo une insertion de l'enregistrement de mon écran d'iPad parce que je vais aller sur Goodreads via la tablette parce que je me sers du téléphone pour filmer et je voulais pas prendre des notes et devoir rajouter plein de trucs au montage, et puis comme ça on aura plein de surprises. Donc c'est parti, que nous réserver 2019 en lecture, nous sommes très curieuses de le savoir. Donc hop, du coup je sais pas s'il y aura des reflets dans mes lunettes, mais je vais tout de suite sur 2019 que vous ne soyez pas spoilés des autres années parce qu'on n'est pas à l'abri d'un autre épisode de ce concept. Mais du coup, j'ai à moitié préparé la vidéo, mais ça va être principalement du freestyle parce que j'ai envie de découvrir au feeling un peu ce que j'avais lu et voilà, de vous faire popper et peut-être vous parler de livres qu'on n'a pas forcément eu l'habitude de voir passer. Mais du coup, mon objectif de 2019 sur Goodreads, le challenge, c'était 75 livres à lire et j'en ai visiblement lu 136, donc ce qui est presque le double. J'ai juste fait tout à l'heure un petit compte pour vous donner un détail. Sur les 136, j'ai lu 90 BD, manga et 46 romans parce que à l'époque de l'alternance en librairie, on avait une toute petite librairie jeunesse au début avec mon patron et on a eu l'opportunité de s'agrandir en rachetant la librairie générale de la ville, ce qui fait qu'on a pu développer certains rayons, notamment BD, manga, et comme j'en lisais peu de base, j'avoue que j'ai profité de mon alternance et de cet agrandissement de projets pour en lire et en découvrir pas mal. Donc écoutez, ma foi, nous allons survoler un petit peu tout ça. Donc qu'ai-je lu là? Donc du coup c'est pas dans l'ordre. Là sur le challenge Goodreads on voit pas les notes, mais quand je cliquerai dessus on aura peut-être des bonnes ou pas des bonnes surprises. Ça se trouve je me rappelle avoir aimé des livres mais en fait je les ai pas aimés. Mais du coup le Château des Animaux c'est une BD, c'est vraiment une BD que j'ai coup de cœur, que je recommande souvent. Pour l'instant il y a 3 tomes, normalement il y en aura 4. C'est une réécriture de La Ferme des Animaux de George Orwell. Qui est très bien, très adulte, très mature, les dessins sont un peu vintage et tout, c'est très cool. On voit aussi que j'ai lu à ce moment de l'année la saga The Promised Neverland en manga qui est très sympa. Ah bah vous voyez, j'avais lu Cursed, c'est un livre qui avait été adapté sur Netflix, je crois avec... Non, c'était pas avec Millie Bobby Brown. Non, c'est pas ça, je confonds. Je dois confondre. Mais j'ai mis 3. Avec du recul, j'avais pas plus aimé que ça. En fait, j'ai apprécié la fin, mais il fallait se l'enquiller et c'était super long et c'était pas forcément bien écrit. C'était une réécriture un peu des légendes arthuriennes. Voilà. Nimue a échappé au massacre de son village, sa mère avant de mourir la charge d'une mission, remettre l'épée du pouvoir à Merlin, le sorcier, nanana, accompagner d'Arthur, faux chevalier, nanana. En fait, c'était très prometteur, mais ce qui m'énerve, c'est qu'il y avait des illustrations et elles étaient vraiment pas belles. Je suis désolée, mais ça, c'était pas fou. Donc, Behind the Cloud, donc voilà, j'ai lu énormément de mangas que je voulais découvrir. Il y en a que j'ai pas poursuivi parce que vous voyez, là, il y a Beastars, j'ai lu le tome 1, j'ai jamais lu la suite, alors que c'était plutôt sympa. Par exemple, vous voyez le personnage. Si on prend le personnage, là, c'est un manga qui est en 2 tomes. Oh, qu'est-ce que c'était malaisant. Oh, les trigger warnings là-dedans, mamma mia. J'étais choc barre de comment je suis ressortie trop mal de cette lecture, mais je pouvais pas m'empêcher de lire. Mais les dessins étaient vraiment berk, et en fait on rencontrait une jeune fille qui était dans une école et en fait il y a elle se fait harceler et après elle va vouloir se venger, je crois que c'était ça. Voilà, une adolescente qui emménage avec sa famille dans une ville rurale, nanana. Elle intègre une école, sauf qu'elle fait face au harcèlement de ses camarades. Et le harcèlement est vraiment à un degré, attention, quand je vous dis trigger warning, c'est pas des blagues. Hein. Là, le harcèlement, il est sacrément, il
fait surenchérir, vraiment il est très exagéré, très explicite, c'est vraiment tendancieux. Et il s'avère que ses parents vont mourir dans un incendie causé par les élèves qui en veulent. Et donc à partir de là, elle va décider de se venger parce que sa sœur, elle est une rescapée mais avec de très graves brûlures. Et elle va décider de se venger et les vengeances, oh Mazette, vraiment ça c'était hyper dérangeant. Si c'est un peu votre style, l'horreur et tout, peut-être si vous aimez Junji Ito, peut-être que ça peut vous plaire. Mais en tout cas vraiment très malaisant tant dans le dessin que dans l'histoire et les personnages. Un peu bizarre. Ah bah voilà, un petit roman, un Manon Record Noailles. Ça, j'ai pas aimé. Ça, j'ai pas aimé. J'ai mis 3, mais je pense que c'est plus un 2,5. J'ai trouvé que c'était vraiment très très prévisible. Là, voilà, on était sur quelque chose quand même d'assez secret de famille où je savais pas quel exemple vous donner, mais ça m'avait pas transcendé. F. Chase, on en a reparlé il y a pas longtemps sur le compte parce que j'ai lu son nouveau livre à la rentrée littéraire l'année dernière, je crois, qui était Jeune fille à la volière. Non, c'était pas la rentrée littéraire, il était juste sorti comme ça. Qui, pareil, m'avait davantage plu que celui-ci, donc j'ai bien fait de laisser une seconde chance à l'auteur. Mais pareil, j'avais trouvé un petit peu prévisible, donc niveau secret de famille, c'est pas ceux qui m'ont marqué le plus, on va pas se mentir. Ah, Grace and Fury. Alors, j'avais lu ce livre, ce premier tome, parce que ma pote Camille l'avait lu et l'avait beaucoup aimé. Donc je m'étais dit, je me lance moi aussi dans cette lecture. Là c'était un peu une dystopie où là on rencontrait deux sœurs et en fait on est dans un monde où les femmes n'ont rien le droit de faire, hein, clairement, typiquement c'est le fantasme de certains, hein, visiblement même en 2025. Et en fait il y a l'une des sœurs qui était destinée à devenir une grâce, donc pour en gros séduire le prince machin, et sa sœur l'accompagne à la grande ville pour être sa servante, sauf qu'il s'avère que sa sœur elle sait lire alors que normalement c'est interdit, et contre toute attente elle va être choisie pour être la grâce, et elles vont se faire prendre avec un ouvrage de la bibliothèque royale, et à partir de là tout va s'embriquer. J'avais vraiment adoré ce livre, vous voyez j'ai mis 4 étoiles, j'avais vraiment adoré, jusqu'à ce qu'on m'apprenne que quoi, la suite serait jamais traduite. Alors ça vraiment, toujours cette polémique, mais j'avais eu trop le seum parce que pareil à l'époque, ma pote Camille toujours m'avait conseillé de lire Les Belles à la collection R, mais pareil, il n'y a jamais de suite, donc j'ai bien fait de ne jamais le lire au final parce que flemme d'apprécier autant un bouquin pour pas avoir les suites. Mais Grace and Fury a eu son mea culpa, donc on est resté longtemps sans suite, mais nous l'avons maintenant, donc il faudra que je la découvre. Je pense peut-être que je relirai le premier parce que j'ai envie d'avoir les éléments frais et c'est vraiment une lecture que j'avais beaucoup appréciée, donc je pense que ça ne me dérangerait pas de la redécouvrir. Parce que vraiment moi à partir du moment où mon cerveau il a dit il n'y aura jamais de suite, il a occulté l'histoire, mais nous allons nous replonger peut-être dedans un jour. Qu'ai-je lu d'autre? Ah bah j'avais lu le premier tome du livre sans nom, donc du Bourbon Kid là, de Anonyme, qui en 2019 j'ai lu le premier tome et à l'heure actuelle la série est toujours sur le étagère, non terminée, je n'en ai lu que 2. Donc écoutez, la régularité pas trop notre fort, hein, déjà en 2019. Oh, Princesse Incognito, alors ça c'était trop mignon. C'était une série jeunesse où il y avait une école, on allait à Rosewood et en fait il y a des jeunes filles qui peuvent devenir princesses même malgré leurs origines, et nous on suivait une jeune femme qui allait s'y retrouver et elle se retrouvait à échanger son identité avec une autre princesse qui elle voudrait être incognito, donc c'est la bonne occasion. Et j'avais trouvé ça très sympa parce que c'était un petit peu à la Journal d'un vampire, un peu à la Disney Teenage Movie, et on avait de la bonne représentation déjà pour l'époque parce qu'on n'était pas encore autant ouvert sur certaines choses, hein, en 2019, faut pas se voiler la face. Mais au niveau des romances, pour de la pré-ado-ado, je trouvais qu'il y avait pas mal de représentations, il faudrait que je continue aussi, mais pareil, c'est mon truc ça, je commençais plein de trucs et puis je poursuivais pas. Ah, j'ai lu aussi le premier tome d'Illuminae qui a été abandonné l'année dernière, ou en 2023, je ne sais plus, mais que j'ai abandonné parce que j'avais lu la suite. Ça ne m'a pas convaincu, j'ai pas trouvé ça dithyrambique, hein. Franchement, je trouve ça même un petit peu surcoté, je vous avoue. Donc, dommage fromage pour cette série, moi je ne fais pas partie des partisanes. Ah, là on arrive sur des choses intéressantes. Visiblement, j'ai lu en 2019 La Scène des Souvenirs. Margot, si tu vois cette vidéo, ton empreinte est ici. Parce que voilà, c'est un des livres qui est devenu un de mes livres marquants dans la vie de lectrice. Et c'est un livre que j'ai adoré, vraiment. En plus,
Là pour le coup, Secret de famille, on était vraiment dedans par rapport à celui dont je vous parlais plus tôt, Un manoir en Cornouailles, où c'était vraiment limite. Je veux dire que là, effectivement, le Kate Morton, surclassé, tout ça. Ici, on rencontrait une actrice qui va au chevet de sa mère qui est en fin de vie et elle va tomber sur une photo où sa mère apparaît avec une autre femme. Et à partir de là, une double temporalité va s'installer parce qu'on va découvrir petit à petit l'enquête de cette jeune femme pour en savoir plus sur sa mère, qui était cette femme, leur rapport, leur lien, etc. J'ai trouvé que c'était très entraînant. C'est un livre qui fait énormément de pages et pourtant ça se lisait tout seul, c'était super. En revanche, c'était moins super, ça je me rappelle parce que, encore une fois, à l'époque j'écoutais déjà les conseils de mon collègue et ça ne fonctionnait déjà pas. Donc il faut vraiment que j'arrête de l'écouter. Non, parce qu'il y en a 2-3, ça allait. Mais j'avais lu Les loups à leur porte de Jérémy Fell, qui était un polar très prometteur de base parce que, voilà, on rencontrait un panel de personnages qui avaient plus ou moins de liens entre eux ou pas du tout. Et dans le résumé, on nous disait qu'il y avait un lien, un secret qui liait au final tout le monde et qu'est-ce que c'était et tout. Donc moi j'étais vachement hypée et en fait c'était chiant, c'était long, on tournait en rond pour qu'au final, je spoil, désolé mais épargnez-vous ça encore une fois, que le plot en fait c'est qu'il y avait un Wendigo. Alors si vous avez vu Teen Wolf, vous savez ce que c'est, si vous n'avez pas vu Teen Wolf, vous lisez des trucs, ça revient des fois. C'est une espèce d'homme qui mange, qui se transforme en bête et qui mange les humains, enfin cannibale. Enfin bref, c'était vraiment loin d'être fou, hein. Ça, on n'en a pas démarqué. J'avais lu La Vague de Todd Stresser qui est actuellement, je crois, au programme de certains systèmes scolaires, enfin de certains niveaux, qui était sympa mais qui m'avait pas trop tourné, je vous avoue, voilà. J'avais lu le premier tome de Magic Charlie, qui ça était une très bonne série jeunesse, franchement je la recommande. Oriane qui voit cette vidéo parce qu'elle est assidue à ma personne va aussi défendre Magic Charlie. Alcatraz, ah bah là encore une fois, moi je me dis vas-y je vais lire un Brandon Sanderson. Ah bah vous voyez j'ai menti. J'ai menti parce que je dis le mois dernier avec mon copain on avait écouté 13 de la mer émeraude qui était mon premier Brandon Sanderson. C'est faux. Mon premier Brandon Sanderson c'était Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires. Que j'avais vu dans une vidéo à l'époque de Bookin. Non, attendez. De anciennement Blondie Safari mais Marinosaure, enfin vous voyez de qui je parle parce que vous êtes des anciens, qui avait lu l'intégrale. Donc moi je me dis bah trop bien et en fait moi j'avais acheté le premier tome parce que je trouvais que les tomes séparés ils étaient plein de couleurs, ils étaient plus beaux qu'une intégrale. Mais il s'avère que quand j'ai commencé le tome 2 et que j'ai mené mon enquête, le dernier tome, le 5e je crois, n'a jamais été traduit. Donc le livre de poche ou je sais plus qui, ils te font des intégrales alors qu'il n'y a pas tout traduit et tout, très limite, vraiment. Donc c'est parti en boîte à livres, voilà, sorry not sorry. C'est dommage parce que c'était très sympa. Un style un peu particulier parce qu'il faut aimer quand le personnage, le narrateur s'adresse directement à nous lecteurs. Mais c'était pourtant bien parti. Mais la traduction n'a pas suivi. Après peut-être que j'aurais pu poursuivre et lire le dernier en anglais parce que c'est quand même de la littérature jeunesse. Donc bon, peut-être un jour, on ne sait pas, on n'est pas à l'abri. J'avais lu le premier tome de Lux de Jennifer et l'Armentrout, donc mon premier Jennifer et l'Armentrout. Je ne m'attendais pas à vivre autant de péripéties avec elle par la suite, grâce ou à cause du sang et la cendre. Mais j'avais lu Obsidienne, donc le premier tome de Lux, c'est exactement ce que je viens de dire, parce que je voyais la hype partout. Je crois que c'était déjà un petit peu passé, c'était en 2014. Mais je sais pas, il y avait peut-être eu un regain ou une youtubeuse que je suivais qui en avait parlé et je me suis dit let's go. J'ai lu, c'était un peu cucu et alors j'ai mis 3 parce que c'était quand même dans le sens addictif où ça se lisait très vite parce qu'il y avait cette vibe un peu Twilight, un peu Vampire Diaries, des machins, des trucs un peu surnaturels, sauf que j'ai trouvé que l'explication, enfin l'élément surnaturel, enfin qui concerne les personnages, n'était pas forcément, moi ça me laisse un peu de marre. Moi j'aime bien les créatures surnaturelles et tout, mais là bon, je vais pas dire pour pas spoiler, mais je trouvais ça un petit peu fadasse. Alors j'ai toujours la suite dans ma palle. J'ai acheté le deuxième tome l'autre jour chez JPR parce qu'il était à 1€. Donc je me suis dit voilà, 1€, j'engage pas trop d'espérance de vie ni de finances. Donc je le lirai par curiosité, on verra si c'est encore frais. Je pense que je demanderai un résumé spoilant sur Insta parce que je sais qu'il y a des adeptes qui auront de quoi me répondre. Ah, La Quiche Fatale, Agatha Raisin tome 1, maintenant il y en a 38, j'ai toujours pas fini, je suis toujours pas à jour, j'en ai lu 6. Donc bon, c'était mon premier Cozy Mystery d'ailleurs, je tiens à le dire, parce que pareil, je voyais ça partout, donc je me suis dit let's go, je prends.
je lis, j'apprécie, et voilà, je suis enrôlée maintenant dans les Cousines Mystery parce que la preuve, en mai, je ne lis quasiment que ça. Allez, j'avais lu ce truc là, Everless de Sarah Holland. Alors pareil, ça c'était un tome 1, je sais pas si le tome 2 avait été édité ou pas en français. Est-ce qu'on avait eu la chance de l'avoir? On va vérifier. Oui, on l'avait eu. J'avais trouvé ça un peu nul. Franchement, c'était prometteur parce que. Ah, attendez, c'était quoi là? Je crois qu'il y avait un truc par rapport où il fallait qu'il donne son sang pour gagner du temps ou je sais plus quoi. Voilà, parce qu'il y avait des saignées, machin, machin. Et donc elle se fait engager comme domestique dans la résidence la plus puissante du royaume, là de la famille la plus puissante. Notre personnage principal, elle est depuis toujours secrètement amoureuse du prince et tout, vraiment cucu avant. En plus elle s'appelle Julie, je déteste ce prénom, je suis désolée. Parce qu'à l'époque où je l'ai lu, je côtoyais une Julie qui était détestable, j'en côtoyais même deux qui étaient détestables. Et bon, en 2025, j'aime toujours pas ce prénom parce que les personnes que je connais qui portent ce prénom ne me plaisent pas non plus. Donc non, ça c'était pas mémorable. Ça voulait être une dystopie sympathique et ça l'était pas. Donc passez votre chemin si jamais vous avez ça dans votre palle, vous pouvez le sortir et le virer. Effectivement, j'ai lu les tomes 1 et 2 de la boîte à musique qui sont derrière moi. Enfin, le premier tome doit être là et les autres sont par là parce que je les achète au fur et à mesure en me disant qu'il faut que je les lise. Et en fait, j'en ai déjà lu 2 sur 5, je ne savais pas. Voilà, je ne m'en rappelais plus. C'est pas grave, on découvre toujours de nouvelles choses. L'affaire du ticket scandaleux dans la tête de Sherlock Holmes, une duologie de BD vraiment très sympa, franchement, tant dans la forme que dans le fond. On suit une réécriture de Sherlock Holmes avec une enquête et tout. Sauf qu'il y a la particularité dans ce livre, c'est qu'il y a vraiment un fil conducteur et les dessins sont vraiment sensationnels, un peu vintage et tout. Je vous en avais parlé dans une vidéo idée cadeau, je crois, pour le Noël 2023, donc ça remonte. Je vous mettrai en description ou dans le petit i si vous voulez voir. Je crois que je montrerai l'intérieur si jamais ça vous intéresse. Et ça, je recommande à 200%. Vorox aussi. Alors ça, c'était une petite BD très sympa, franchement. Je crois que c'était en 2 parties. Ils l'ont même sorti là il y a pas longtemps, j'ai vu en version pour dyslexique, je crois. Et c'était trop bien parce que on suivait une petite gamine qui veut devenir une voleuse. Et en fait, rien ne va se passer comme prévu. Elle va s'attirer toutes les banales. Et en fait, son maître d'apprentissage, son protecteur va se retrouver kidnappé. Et elle va devoir le sauver. Et c'était vraiment très chouette. Franchement, en petite BD jeune. Alors attention, quand même, quand je dis jeune, plutôt à partir de CM2, 6ème. Parce qu'il y a quand même un petit peu de vulgarité, mais genre des petits gros mots, quoi. Ah, je me rappelle La Neige glacée, ça avait l'air très prometteur, en fait, c'était nul. Ah, j'ai lu mon premier Agatha Christie. Je n'en ai pas lu d'autres depuis. Voilà. Alors c'est pas dans l'ordre parce que en fait là je redescends. Mais en fait là ce qu'on voit c'est les plus vieilles lectures de 2019, enfin la fin d'année. Mais parce que Black Butler, vous voyez le 4 est là et le 1 et le 2 sont en dessous, mais c'est parce que enfin, vous avez compris. Mais du coup j'ai lu oui Black Butler, j'ai commencé. J'adore. Mais alors j'avais rien compris. J'avais rien compris parce que pour moi Black Butler c'était des vampires. Il s'avère qu'en fait non c'est juste le diable. Donc mais très sympa, un peu gothique, un peu vintage. Un jour je poursuivrai, j'achèterai d'occasion parce que voilà. Sacrificial Vote, j'avais lu le premier tome, j'ai dû lire le deuxième et puis après j'ai pas poursuivi alors que ma copine Camille, encore elle, m'avait dit que c'était tombé, qu'il fallait que je poursuive. Je crois qu'il y a 7 tomes, je crois que c'est fini. Mais pareil, ça c'était un peu un thriller, un peu pour ados pour le coup parce qu'il y avait quand même public averti. Mais pareil sur le harcèlement et tout, un peu malaisant, un peu gênant, un peu commère, donc tout pour nous plaire. Donc là voilà, j'étais dans ma folie furieuse pour Miss Zélande, là quand j'ai découvert, vous voyez j'ai lu le tome 1 et j'ai enchaîné. Le patient, quand je découvrais les BD, je voulais un peu sortir de mes sentiers battus, de ma zone de confort, parce que moi j'étais très, sorceline ou des trucs un peu plus jeunesse. Et Le patient, c'est une BD un petit peu indépendante que je voyais passer souvent. Et en fait, c'est une espèce de thriller en un tome où un jeune homme est retrouvé survivant d'un crime parce que sa sœur a tué toute sa famille, elle a essayé de le tuer aussi mais lui a survécu et en fait il est dans un hôpital et on va le rencontrer à travers sa thérapie avec sa psy pour remonter les éléments et le fil rouge et ça fonctionnait plutôt bien franchement, il y avait une ambiance assez oppressante, les dessins étaient un peu particuliers et j'ai pas lu l'autre de l'auteur, il a fait notre BD Ces jours qui disparaissent, ça j'ai pas vu mais il paraît que c'est bien aussi donc écoutez si je peux vous conseiller. Ah, La couleur du mensonge. Alors là, Erin Beatty et moi, on est très copines. Ce livre m'a profondément marqué et je pense que c'est une trilogie que je pourrais relire à l'avenir parce que, pour le coup, quand on me dit tourner en bourrique et plot twist, c'est à ce livre que je pense en premier. Parce qu'ici, on était sur... à l'époque, on n'avait pas ce mot, mais c'est pour moi une romantasy. Parce que on rencontrait Sage qui
fallait qu'elle fasse un beau mariage. Et pour ça, il y avait des entremetteuses et tout machin. Et en fait, elle va se retrouver à être l'apprentie de l'entremetteuse, enfin de la marieuse là. Et du coup, en tant qu'apprentie marieuse, elle va devoir escorter un groupe de jeunes femmes destinées à être mariées, quoi. Et elle est avec un groupe de soldats, et en fait, il va y avoir des micmacs, il va y avoir un double jeu et tout machin, et il va y avoir des romances. Et à un moment, il y a un retournement de situation qui m'a laissé sur le cul. Voilà, on peut être démonétisé, on ne l'est pas de toute façon. Parce que j'ai lu la phrase, et je me dis mais attends, mais quoi? Et j'ai lu quelques pages ensuite, et je me dis mais pardon. Et en fait, c'est le seul livre qui m'a donné l'envie de le reprendre à zéro pour voir à quel moment j'ai loupé quelque chose. Et je me suis fait duper. Et j'ai trouvé ça très fort. Et c'est du coup une trilogie vraiment qui m'a profondément marqué. Donc je pense qu'un jour on n'est pas à l'abri ici de voir un vlog relecture. Mais c'est vraiment La Couleur de mensonge, un livre qui m'a vraiment marqué. Sur le côté définition du plot twist, pour moi, si je dois en donner un, c'est celui-ci. Alors, vous voyez les voleurs d'histoire, j'ai lu le premier tome en 2019 et je l'ai fini l'année dernière, la saga, avec les 5 tomes. Quand même, on aime bien faire durer le plaisir ici. En revanche, quand on parle de plaisir, vous voyez After 4, le 3, le 2, le 1. Mort de rire. Alors là, j'avais mis combien à tout hasard? Ah, j'ai mis quand même 4 étoiles à After saison 1. Après, ça se lisait comme du petit pain. Mais ça volait pas haut. Pourquoi j'ai mis 4? Je pense que c'était parce que ma era fan One Direction, Justin Bieber, fanfiction, j'étais un peu à fond dedans, donc ça faisait un peu son taf. J'ai mis combien aux autres? Aux deux, j'ai mis quoi? 3 aussi. Ah non, j'ai mis 3. Ça va, ça redescend. Mais du coup, il y a un 5 ou un 6 et j'ai pas lu. En fait, j'ai jamais fini. Je crois que j'avais commencé, mais j'ai pas fini. Parce qu'en fait, c'est les premiers livres que j'ai lus sur 3 aussi là. C'est les premiers livres que j'ai lus en numérique. Et du coup, j'ai l'impression que ça s'était extrêmement vite. J'enchaînais. C'était fou. Mais du coup, il n'y a pas. Le seul qu'on n'a pas suivi. Après, on a pris conscience qu'il y avait des meilleurs livres qui existaient. Mais bref, Shades of Magic, série coup de cœur. Iskari, pareil, ça c'était pas fou. Enfin, c'était sympa, mais ça se voulait féministe, mais c'était pas très réussi. Ah, un énorme flop. Ça, pareil, je l'ai vu il y a pas longtemps passer dans une vidéo où je sais plus, je crois que c'était chez Ariel Looking en Prada, je suis désolée. Mais mon avis diverge complètement de vous, madame, parce que j'ai détesté. J'ai trouvé ça vraiment pas ouf. Il y avait un personnage qui était intéressant, que je ne voyais pas beaucoup, et je me suis dit, je ne vais pas poursuivre juste pour un personnage que je ne vais sans doute pas voir à ma satisfaction. Donc non, ça vraiment c'était un espèce. Pourtant c'était prometteur, hein. C'était un truc nanana, dans cette société indépendante, les bouchers constituent la carte forte, nanana. Et donc il y avait 3 destins qui se mêlaient et tout. Et je m'attendais à un truc un petit peu thriller historique pour ados. Et c'était très décevant. J'ai trouvé que l'écriture était un peu plate et tout. Et c'était la première gagnante, vous savez, du concours qui a fait gagner les fiancés de l'hiver. Et bah c'était décevant. Elle aurait pas gagné, ça m'aurait pas choqué. Voilà. Ah ça, d'encre de Versailles, j'ai le 2e tome à lire. J'ai jamais lu la suite. Le Maître des livres, ah ça c'est une série manga que j'adore, vraiment les tribulations d'un bibliothécaire qui voit plein de personnages et chaque tome il y a des personnages qui reviennent et d'autres des nouveaux et on lui conseille des livres et tout. Très sympa, il y a 15 tomes je crois, j'ai dû en lire plus que 2 mais je ne saurais pas vous dire combien, il faut que je les achète. Là ouais, c'était un peu ma folie furieuse où j'avais lu plein de trucs parce que comme j'étais en charge du rayon manga dans la nouvelle librairie, il fallait que je fasse un petit peu plus de comment j'élargisse mes horizons de lecture. Vicious. Oh bah Vicious j'ai jamais lu, je crois qu'il y a un tome 2, je l'ai jamais lu je crois. Je me rappelle comment ça j'ai mis 5 sur 5. Non j'étais aveuglée, hein. J'étais aveuglée parce que c'était Billy Schwab et que j'avais adoré Shades of Magic mais j'ai menti. Oui il y a un 2 que j'ai jamais lu. Parce que je me rappelle très bien quand j'ai lu ce livre, je le lisais en numérique et je le lisais sur le trajet quand j'allais jusqu'à la fac. Je me rappelle, je descendais un arrêt plus tôt pour lire plus longtemps, vraiment. J'allais à la fac ou au CFA? Non, j'allais au CFA. Enfin, j'allais, oui, c'est le BTS, donc non, j'allais quand même à l'école, bref. Et en fait, je sais plus si j'avais fait une super photo sur Instagram à l'époque qui n'est plus là, mais j'avais été repartagée par la maison d'édition et tout, franchement. À l'époque, j'aurais pu percer. Mais la régularité, la dépression fait que non. Mais du coup, non, c'était sympa, mais ça m'a pas marqué. Enfin, franchement, pour que j'ai mis 5 sur 5, j'ai déconné, hein, comme on dit dans le jargon. Silent Voice, pareil, j'ai lu, mais j'ai pas compris. Ah! Là, j'ai dû mettre 5 sur 5. Si j'ai pas mis 5 sur 5 là, voilà. La d'animation d'Isa Maxwell, qui fait partie de ces livres dont nous n'aurons jamais la fin traduite parce que Castorman sont des incapables.
Vraiment, ça c'était vraiment très prometteur. On était à New York, il y avait des magiciens qui devaient vivre terrés dans un quartier. Il fallait pas qu'ils franchissent une barrière parce que sinon ils mourraient. Et en fait, selon des artefacts, ils pouvaient voyager dans le temps. Et du coup, on avait un petit peu ce truc où Esta, elle, était un peu exploitée. Et donc, elle devait aller dans le passé pour chercher un bouquin pour je sais pas qui, je sais pas quoi. Enfin bref, c'était vraiment super. Sauf que voilà, c'était une trilogie. Et la maison d'édition a dit on vous en donne 2, mais pas le 3e. Pourquoi? Il n'en reste qu'un. C'est pas comme si tu me disais c'est assoiffé et tu publies pas les 5 derniers et t'en as déjà publié 6. Bah non, là tu t'arrêtes au dernier. Pourquoi? Vraiment, fais un tirage limité, j'en sais rien. Ça me rend dingue, je vous jure, ça me rend zinzin. En plus, le 3e c'était le plus beau niveau couverture, enfin bref. Énervé. Ah, j'avais lu Par le feu. Alors là, j'avoue, j'étais un peu pigeonne. Parce que je l'avais lu en SP à la librairie, donc je l'avais lu. Et c'était sur la secte de je sais plus qui là. L'histoire vraie de. Inspirée de l'histoire vraie de Waco, donc c'était une secte et tout. Et j'avais mis 5 et j'ai pas du tout aimé au point de mettre 5 PTDR. Avec du recul, ce serait plutôt un 3 parce que c'était pas. Enfin, j'ai pas été autant oppressée que j'aurais voulu l'être en parlant d'une secte. Voilà, mort de rien. The Kiss, ah bah j'ai dû lire On doit avoir plus bas The Curse ou The Crime parce que ça pareil, saga coup de cœur. Là elle ressort PKG, les sortent en poche. Franchement si vous avez l'occasion foncez parce que ça c'était très bien aussi. Bon j'ai une furie un petit peu les légendaires, voilà on a continué. The Crime je crois que c'est le 2. Ah bah Chasseur de Vie, vous voyez je vous en ai parlé dans le vlog que j'avais trouvé le tome 2 à la petite librairie d'occasion. Ah bah c'est tout, on a fini après dis donc. Bah du coup ça c'est mes lectures de début 2019. Donc j'avais lu Chi parce que voilà j'aimais bien les trucs mignons, les chasseurs de vue. Et du coup oui, j'avais commencé l'année en terminant la saga Half-Bad de Sally Green. Et donc Half-Bad, je me rappelle, j'avais l'édition du premier tome qui était, il y avait une édition qui était emballée avec une espèce de ficelle un peu à l'ancienne avec une étiquette en mode libérez-moi. Il y avait déjà à l'époque un jaspage rouge basique sur les pages. Où là on était sur une assez dark fantasy pour le coup parce que on avait des clones, on avait les vampires noirs, les sorciers noirs, les sorciers blancs et notre personnage principal Nathan, son père était le plus puissant sorcier noir et sa mère était une sorcière blanche mais qui est maintenant décédée. Et en fait la société le bride parce que comme il est un hybride, un mélange des deux, il pouvait être différent, ils avaient un peu peur de ce qu'il pouvait devenir et tout, et donc il faut qu'il s'échappe. Et donc après on a ce côté course contre la montre. C'est une lecture que j'avais bien aimée, mais pour que je m'en débarrasse par la suite, c'est que j'avais pas été plus sensibilisée que ça. Et en plus j'ai vu, toujours avec ma copine Camille, j'avais découvert par la suite qu'il y avait une série visiblement qui a été adaptée de Half-Bad. Donc je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Je mettrai sur ma tête si c'est vrai ou si c'est faux. Mais j'ai pas vu, donc écoutez, peut-être qu'un jour je regarderai. C'est une série que j'ai lue parce que j'avais précédemment terminé de chez la collectionnaire Caleb, de je sais plus comment elle s'appelait, attendez je vous montre parce que là c'est bon, vous savez de quoi je parle, qui était dans ce même genre avec un anti-héros de Mira Elundia. À l'époque ça c'était giga hypé, vraiment par la collection R, enfin par les youtubeuses et tout. Et pareil, un mec qui pouvait, je crois, il pouvait voler la vie des gens en les touchant, un truc comme ça. Là, c'était assez sombre. Et donc, du coup, Half-Bad, j'avais lu parce que j'avais lu celle-ci et on m'avait dit que, voilà, dans les recommandations, moi j'écoutais vraiment les youtubeuses, vraiment c'était mes porte-paroles. J'espère l'être pour vous ou pas pour vous épargner certaines lectures. Mais je me rappelle que, oui, Caleb, ça m'avait marqué. Et après j'avais voulu lire autre chose un peu comme ça et donc j'avais suivi La Vague et j'avais découvert Half-Bad, la trilogie de Sally Green qui m'avait plu sur le moment, mais c'est vrai que ça m'avait un peu sorti de ma zone de confort parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sombre pour de l'ado. On n'en est pas non plus au stade de mon trauma quand j'ai découvert Un palais d'épines de rose que je pensais suivre la vague d'une petite fantaisie sympa et qu'en fait on avait de la fesse qui popait à un moment donné auquel je ne m'attendais pas et je ne m'attendais pas à cette quantité de smut. Voilà. Alors j'avais lu After, hein, comme quoi les traumas ne nous suivent et ne se ressemblent pas. Mais du coup voilà, c'est vrai que Caleb et Half-Green c'est des séries à l'heure actuelle. Je sais pas si je les redirai un jour, je pense pas, parce qu'avec du recul ça m'a un peu, pas dégoûté, mais ça correspondait pas du tout à mes attentes. J'avais trouvé ça un peu violent pour être violent.
mais il faut reconnaître que c'était plutôt bien écrit, c'était assez dynamique. Donc sur ce, cette vidéo va s'achever, voilà, donc on a fait un petit peu le tour des 136 livres, de certains des 136 livres que j'ai lus en 2019, donc je suis contente quand même parce que j'avais déjà quand même 46 romans, fallait le faire. Maintenant je lis plus ça qu'autre chose, mais c'est vrai que forcément d'avoir à disposition dans la librairie tous ces livres et qu'on peut emprunter sans forcément acheter pour découvrir des nouvelles choses et pour me construire une culture de libraire, c'était pratique. Je pensais avoir beaucoup plus de flops, mais au final ça va. Donc écoutez, je suis plutôt contente. Je suis ravie d'avoir revu certains livres pour lesquels j'ai mis des notes qui me semblent à l'heure actuelle un petit peu exagérées. Après je pense que si je reprends mon année 2024 de lecture, il y a aussi des lectures où j'ai mis des très bonnes notes et au final avec du recul j'en mettrai pas d'aussi bonnes. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, si dans les livres que j'ai lus, il y en a une qui vous parle, que vous avez peut-être lu parce qu'il y a quand même des titres assez populaires. After. Mais je pense que si ça vous a plu, pourquoi pas refaire ça sur 2020, 2021, 2022, 2023. Est-ce que j'étais déjà sur la liste en 2023? Est-ce que ça vous intéresse? Du coup, non. Mais du coup, il nous reste quand même au moins 3 années. Après, j'ai une autre idée de format de concept, peut-être à voir. Une ou deux qui peuvent dériver d'une idée principale. Enfin, bref, des micmacs encore, faut pas être dans ma tête. Hein. Mais j'espère que l'insertion d'enregistrement d'écran aura fonctionné. Parce que sinon, cette vidéo n'aura pas trop de sens. Ou alors, le montage m'aura blasé, donc il sera très moche. N'hésitez pas à me faire des suggestions d'autres concepts ou d'autres façons de faire s'il y a des choses à améliorer, voilà. Parce que c'est la première fois que je parle avec un autre support et que je ne vous montre rien et que c'est préparé sans être préparé. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!